Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h, toujours en compagnie de l'équipe de Time Sport de ce soir, lundi soir, premier jour de la semaine, une semaine qui s'annonce assez chargée avec les matchs à huis clos, peut-être de cette coupe FEM, cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la Champions League, et ce match au retour de 8e de finale qui opposera le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Jouba l'attend de pied ferme. Jouba avec moi, sans oublier Yacine, Nabil, Abdel et aussi Vivien et notre Loïc. On va s'attarder cette fois-ci sur l'invité de ce soir. Time Sport. Eh oui, le patron de la MMA Factory, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM avec nous, Fernand Lopez. Bonsoir Fernand, comment allez-vous ? Salut, bonsoir à tous. Merci Vraiment. de recevoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On va s'attarder directement. Le MMA a fait un pas supplémentaire, peut-être vers la reconnaissance de la discipline en France. Un peu sujet tabou. Notre ministre, il faut le rappeler, Roxana Maracineanu, a proposé justement à rencontrer cette fameuse délégation, à mettre en avant aussi c'est pour parler, pour essayer de créer cette fameuse fédération et aussi des événements à venir rapidement sur le sol français. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Où on en est, sérieusement ? Je pense qu'elle a été brave, cette dame-là, de faire sa mission de ce qu'on appelle responsable du ministère des Sports, qui est le ministère des délégations sur ce qui est du MMA. Elle a pris les choses en main d'encadrer un public qui est, on pense qu'il y a environ 50 000 pratiquants de MMA sur le territoire et que c'était risqué de laisser cette pratique de manière sauvage, ni interdite, ni encadrée. Et donc, elle a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, la fédération de boxe a été désignée comme étant la délégataire de la discipline. Donc, dorénavant, c'est elle qui doit s'occuper de l'encadrement de la discipline et ils travaillent dessus. Est-ce qu'on arrive quand même à travailler dans une ambiance sereine, mis à part, on va dire, vu qu'elle a été donnée à la fédération de boxe, mais aussi les autres fédérations, les autres disciplines, si je peux me permettre. Le jiu-jitsu, peut-être la fédé de judo, quand même, qui est omniprésente aussi dans les sports de combat en France. On le sait bien. Comment se sont passées les relations, elles sont comment aujourd'hui ? Le ministère avait à l'époque envoyé ce qu'on appelle l'appel à manifestation d'intérêt à toutes les fédérations. Et il y a 7 fédérations qui se sont présentées, parmi lesquelles la lutte, la fédération de sport de contact, Muay Thai kickboxing, le judo et voilà, de la fédération de boxe française aussi. Et il fallait envoyer un cahier de charges. Le cahier de charges, on voulait savoir quelle était la fédération qui était à même de proposer un cadre avec un projet sportif correct, avec une gouvernance correcte, avec les moyens, en fait, les finances, une clarté sur la gestion financière correcte. La fédération qui est sortie du lot, c'était celle de la boxe anglaise. Effectivement, il y a toujours des mécontents sur tout ce qu'il y a. Il y a des personnes qui se sentent plus légitimes à pouvoir gérer que d'autres. Et ça, je l'entends. Ouais. Alors, Jouba, une réaction. Mais pourquoi on n'a pas tout simplement créé une fédération de MMA en France ? C'est une possibilité. Je pense qu'on ne l'a pas fait parce qu'on estime que pour pouvoir encadrer une fédération, il faudrait que les personnes qui encadrent la fédération soient habituées au cadre institutionnel. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des sports classiques, comme le karaté, le judo, ont eu un fonctionnement fédéral. Il y a des gens qui fonctionnent avec une fédération, qui comprennent c'est quoi le rôle d'un président de fédération, d'une commission, d'un DTN. Et le MMA, c'est pas ça. Le MMA, on a commencé à l'envers. On a commencé avec les professionnels avant de développer le côté amateur. Et donc, du coup, la plupart des personnes n'ont pas cette connaissance sur le cadre institutionnel. Ça complique le développement. Et donc, l'État décide de nous amener sur ce qu'on appelle... c'est un peu un tutelle. On nous met sous tutelle pendant 2 années ou 3 années pour savoir si on peut... pour nous donner les billes d'être sur les rails et ensuite, on va nous laisser voler de nos propres... Ouais, voguer. Ouais, selon, on l'espère en tout cas. Quel attrait aurait la MMA s'il y avait des amateurs ? Quel est l'attrait du... Aujourd'hui, si la MMA intéresse énormément... le monde du sport de combat, c'est parce qu'il a un attrait sur le plan business, financier. Business, ça m'intéresse toujours, Yacine, le business. Mais c'est vrai, il faut en parler. C'est le nerf de la guerre. Si t'as pas d'argent, tu vas rentrer chez toi. On est d'accord, Yacine. Il a absolument raison. Bien sûr. Yacine a raison dans le il a sens toujours raison. Faudrait pas qu'on ait un sujet tabou
les finances et l'honneur de la guerre, c'est quelque chose qui tient à la route et que quand on est du côté des États-Unis, on en parle clairement et quand on arrive en France, c'est un sujet pas faux. D'ailleurs, aujourd'hui, aux États-unis, c'est le sport numéro 1. Ils commencent même à détrôner la boxe anglaise. Et elle est bien vue. Voilà. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte parce que quand on nous parle du MMA, ceux qui connaissent le MMA ne le connaissent que par le pan de la compétition. Mais jusque la compétition, c'est 1% de la population qui pratique le MMA. On parle du MMA Factory. Au MMA Factory, on a une population de 150 gosses qui pratiquent le MMA de 4 ans jusqu'à 15 ans. Pourquoi le MMA? Parce que le MMA, si vous voulez, on va adhérer à une discipline parce qu'elle est ludique pour les jeunes. D'abord, l'amusement, c'est le point clé. Et en gros, quand vous faites de la boxe anglaise, vous pouvez vous amuser à toucher la tête ou toucher le corps ou toucher les épaules. En MMA, vous pouvez vous amuser à toucher la tête, le corps, les épaules, les genoux, les jambes et tout ce qu'il y a. Vous pouvez vous amuser à faire de la projection en lutte. Vous pouvez faire des projections de type de judo ou de lutte. En MMA, on peut faire des projections de type de judo, lutte, sambo, aikido, tout ce qu'on veut. Donc, on sait que le MMA est un sport à grosse incertitude. Ce qu'on appelle un sport à incertitude, c'est un sport qui devient du coup ludique et qui va développer rapidement chez les gosses des qualités physiques. On parle de force, d'endurance, de coordination, de souplesse, de cran. Toutes ces qualités physiques sont développées sur le MMA. Ceux qui essayent le MMA amateur, le MMA ludique, captent tout de suite que les enfants deviennent accros du MMA. Ouais, Abdel, on t'écoute. Alors, c'est vrai que je comprends pas pourquoi le MMA il met autant de temps à se faire accepter. C'est vrai que c'est un sport de combat, mais justement le fait d'être mis sous tutelle, etc., on dirait que c'est un peu un manque de respect pour la discipline, alors que ça reste, même si c'est assez violent, on va dire dans l'ensemble quand on ne connaît pas, ça reste quand même un sport de combat. Je ne comprends pas pourquoi forcément il est mis sous tutelle. On dirait qu'il y a un manque de confiance. Comment ils ressentent les pratiquants par rapport à ça et pourquoi ça a mis autant de temps à être accepté? La première des choses, c'est que pourquoi ça a mis autant de temps, c'est la peur du nouveau. À chaque fois, vous le savez, notre civilisation, elle a super peur de tout ce qui est nouveau. C'est nouveau, on ne sait pas c'est quoi. On dit MMA, un combat en cage, on ne parle pas d'octogone, on parle de cage. Du coup, on se dit c'est avilissant pour l'être humain. La deuxième des choses, c'est que pourquoi faut pas mal prendre le fait que ce soit mis sous tutelle. Vous savez que la fédération de judo, aujourd'hui a 600 000 licenciés, c'est la plus grosse fédération de sport de combat, mais que la fédération de judo était sous la tutelle de la fédération de lutte qui elle a 15 000 licenciés. Imaginez-vous, la fédération de judo sur la fédération de lutte avec 15 000 licenciés, elle en est sortie, elle a pris son indépendance et est devenue une fédération de 600 000 licenciés. Donc, c'est vraiment pas péjoratif d'être sous tutelle, c'est juste d'être sûr qu'on va dans un cadre correct avec des cadres d'État, de la fonction publique qui vont organiser les choses. On enchaîne avec toi, avant de terminer avec notre invité. J'ai deux questions, une plus sur le plan institutionnel. Ça veut dire, en fait, à l'heure actuelle, ça va être dirigé par la boxe ou ça va être dirigé par les instances du MMA ou qui va diriger vraiment le truc? Alors, la délégation de pouvoir s'adresse à une fédération parce que le ministère a besoin d'un pont. Le pont, c'est le cadre technique, donc ce qu'on appelle un DTN, qui est à la fois fonctionnaire, mais qui va venir encadrer le mouvement fédéral. Cependant, ils vont absorber dans leur groupe la commission française des MMA qui est bourrée d'experts sur le MMA. Donc, en gros, si ta question est de savoir si les règlements, les techniques, les arbitres et tout seront faits par des gens de la boxe anglaise ou par le MMA, ça sera fait par des personnes et des experts du MMA. Allez, avant de parler des événements à venir, oui, rapidement, s'il te plaît. Sur le plan sportif, tout à l'heure, moi j'aime bien certains sports de combat, tout ça. Après, le MMA c'est différent, comme la boxe. Et en fait, je me posais la question, tu as dit les jeunes qui viennent pour s'amuser. Et en fait, j'ai du mal à voir la distinction. Comment un enfant, il peut se dire, il va venir s'amuser en tapant l'autre. Comme ils font du karaté, du judo, etc. Non, le judo c'est différent parce que tu viens pas taper dans la tête. C'est exactement ça la différence. La différence, après, je respecte chacun. C'est exactement ça. La différence, c'est que vous pensez que quand on parle des MMA, on parle de taper. C'est vrai. De la même manière que je parle de la Formule 1, course des voitures, où il y a des accidents super graves comme le rallye et tout ça. De la même manière, on peut faire du karting. On tue pas les gens en faisant du karting. De la même manière, on peut faire des autotamponneuses carrément. Donc, un enfant de 4 ans peut jouer à conduire la voiture. Un enfant de 12 ans peut conduire du karting. Et un monsieur comme toi pourrait avoir son permis pour faire de la Formule 1. Il y a des niveaux différents. Donc, en Formule 1, l'objectif, c'est pas de faire des accidents.
L'objectif, c'est de gagner une course. Que là, l'objectif, c'est de. Ouais, mais c'est des risques. De mettre KO un mec. Du tout. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ouais. C'est que dans la formule, aujourd'hui, la Fédération internationale des MMA amateurs a un règlement à 4 étages différents. D'accord. Chez les amateurs et chez les enfants, il n'y a pas d'impact. Mais Il n'y a pas de coup. On travaille à la touche. Ouais. Mais du coup, l'institutionnalisation de ce sport va conduire à des modifications du règlement du MMA ou pas? Non, du tout. Rien. C'est-à-dire Il y a qu'il rien qui va changer. Je viens de dire qu'il y a 4 niveaux de règles. Il y a des règles professionnelles que vous connaissez, qui sont du haut niveau. Il y a des règles amateurs, il y a des règles enfants carrément, où il n'y a même pas de frappe, il n'y a pas d'impact, comme à la boxe anglaise. D'accord, mais l'institutionnalisation ne va pas conduire à des modifications des règles du MMA actuel. Non, Non, nous avons rien. non. Non, justement. Parce qu'elle a été prouvée quand même en la sorte. C'est pour ça, Jouba. Ok. Ouais, on te verra bientôt. Ouais. Faire du MMA. Ouais, Yacine. Alors avec Fernand Lopez, notre invité, avant d'aborder peut-être les événements. Je vais donner un petit avis. Il faut savoir que le MMA, c'est un sport de combat complet où on peut faire du judo, de la lutte, de la boxe, du karaté et tout. Ouais. Pourquoi aujourd'hui toutes les fédérations s'intéressent? Parce qu'ils savent que c'est les gamins demain. Il peut bouffer toutes les fédérations réunies. Ils savent que c'est le sport de demain. Dans 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, pour aller faire du karaté. Pas mal de gens le disent. Je vais aller faire du MMA, je vais voir mon gamin du MMA, il va faire de la boxe, de la lutte, du judo. Et ça, beaucoup plus complet. Et c'est là l'attrait où ils l'ont compris, toutes les fédérations. Ils savent que derrière, aïe, ils vont Yacine. bouffer combien d'adhérents et d'abonnés. Aïe. Et peut-être, la RES FC sera plus grand, comme vous l'avez notamment dit, que Bellator aussi, One. Et qu'en est-il de ces événements à venir que vous mettez en place aussi? Il ne faut pas l'oublier, Fernand Lopez. Et effectivement, à RSFC, là, on passe sur le pan professionnel. C'est quelque chose d'assez professionnel. Là, on est plus sur le truc amateur. On a un événement qui se veut être l'événement numéro 1 afro-européen, donc quelque chose qui va apporter aux 1,3 milliard d'Africains de la qualité de production, une production de qualité, ça fait plaisir à Yacine, ça. Qualité, des athlètes de qualité, un son de qualité, comme on l'a fait sur Dakar en décembre dernier. C'est ça. Et puis apporter aussi au MMA français de la qualité. En gros, il faut savoir qu'une grosse organisation comme l'UFC va arriver en France sur un événement par an. Parce qu'ils vont partout sur le territoire, sur le monde, et donc Yannis sera présent. Par an. Nous, on va être en France 6 fois par an. RSFC va apporter de la qualité de l'UFC, une très grosse qualité, mais 6 fois par an sur la France. Que sur Paris? Peut-être, vous allez essayer, par exemple, à Lyon, Marseille. On a déjà réservé à Marseille et on a déjà réservé à Paris. On peut retrouver où les dates? Et sur le continent africain? Et sur le continent, ils étaient à Dakar en décembre dernier, Yacine. À Dakar en décembre dernier. Ça fera un plaisir d'aller à côté le bassin méditerranéen. À Alger. Maghreb. Alger, c'est la Mecque de l'Afrique. Je vous donne un scoop. Rabat, Casablanca ou Tunis même. Je vous donne un scoop. On a prospecté déjà à Casa. Donc on sera probablement au Maroc, on ne sait pas encore la date exacte. On sait que le prochain événement sera le 1er août, ça c'est un scoop. Bien sûr. Le 1er août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et ça, il a dit. Il a dit, il faudra faire plaisir. Fernand, il faudra le faire plaisir. On va y essaye pendant la colle. On va y arriver. Pas dans la pause. On va essayer. Faut pas que je raconte des histoires alors que je suis pas sûr d'avoir vu une salle à Alger. Et quand ça sera fait, vous viendrez l'annoncer. Des champions algériens, notamment Nourdine Taleb qui va combattre. Il a le même pour le même. Il sera. Mais c'est l'un de mes cousins. Bien sûr. C'est pour ça que tu veux devenir combattant MMA. C'est le combat principal de l'événement le 30 octobre à Bruxelles. Merci. Fernand Lopez, le patron de la MMA Factory, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Une courte pause. On rappelle aussi